Alors, bienvenue tout le monde à la première session, la session d'ouverture à la conférence communautaire 2024 de cancer colorectal Canada. La session qui s'appelle Les nouvelles avancements dans les traitements de cancer colorectal a, a été la session la préférée et la plus demandée. Notre panel médical va regarder un survol des nouveaux traitements pour le cancer colorectal métastatique et non métastatique disponibles au Canada. On sait que plusieurs d'entre vous aujourd'hui sont nouvellement diagnostiqués. Cette session-ci va vous aider à comprendre toutes les options de traitement, des fois encore en essai, qui sont disponibles à vous et à discuter. Alors, le panel médical peut aussi donner de la guidance et une perspective sur comment les diagnostics sont les meilleurs et ça serait quoi le meilleur approche. Alors, la session va être d'à peu près 65 minutes. On a un panel incroyable de 3 oncologues qui sont avec nous aujourd'hui et on va les écouter. Et de là, on va ouvrir le plancher aux questions. Alors, s'il vous plaît, prenez une note et mettez vos questions dans la session Q&A de votre plateforme. Je vais commencer en présentant nos 3 oncologues. D'abord, Patricia Tang, qui est oncologue médical au Tom Baker Medical Center et professeur associé du Cummings School of Medicine à l'Université de Calgary. Je souhaiter la bienvenue à Eric Chan, qui est oncologue médical à Princess Margaret Cancer Center et à Toronto, et aussi de Toronto, Dr. Paul Nicolas, qui est oncologue chirurgien à le Cancer Center à Sunnybrook. Alors, je vais commencer avec Dr. Tang et on va ouvrir pour une conversation sur les tumor boards, les réunions en cancérologie. Ça, c'est des choses qui relient toutes les sortes de cancers, spécifiquement les types de cancers, et pour apprendre un peu plus sur qu'est-ce que vous faites, comment ça fonctionne. Dr. Tang, si vous pouviez nous éduquer un peu sur ce sujet-là, ça serait fantastique. Oui, alors, les tumor boards, c'est très similaire à travers le Canada. Souvent, il y a un radiologue, accès à un pathologiste, et, si besoin, et des médecins de toutes les spécialités, donc chirurgie, radiologie, oncologie médicale, et des cas complexes sont discutés. Souvent, chaque médecin individuel va ramener un cas où ils veulent des opinions d'un plus grand groupe d'experts. Et des fois, alors par exemple à Calgary, on essaie de, de discuter tous les cas de cancer colorectal. Alors on va discuter tous les cas de cancer rectal, par exemple. Et des fois, les oncologues médicaux ou les médecins des centres communautaires vont amener leur cas. Alors, nous, on est considéré un soin tertiaire, donc on va demander qu'ils amènent leur cas s'ils ont des questions sur la gestion optimale. Anne-Marie, alors est-ce que tous les patients avec un cancer vont être devant un tumor board? Est-ce que ça, c'est standard? Alors, dans un monde idéal, oui, mais je pense que définitivement, il y a des cas qui sont très routiniers, comme le cancer du côlon où les discussions multidisciplinaires n'est pas nécessairement un besoin, mais pour les cas complexes comme le cancer rectal, où les 3 spécialités, chirurgie, radiologie et oncologie, ou par exemple, ou le cancer colorectal limité au foie, où là, il y a des options chirurgicales où on va considérer une résection d'un site métastatique pour une cure. Alors, définitivement les cas les plus complexes. Mais malheureusement, on n'a pas la capacité en tant que système de discuter tous les patients, mais je pense que c'est une alternative. Des fois, je pense que les patients veulent être vus, par exemple, dans un centre tertiaire comme à Calgary, mais ils vivent très loin. Alors, ils n'ont pas besoin de voyager. On peut discuter leur cas et présenter les résultats à leur oncologue communautaire. Mais malheureusement, on n'a pas la capacité de discuter
tous les cas. Oui, et c'est quoi le bienfait aux patients d'avoir leur cas discuté? Euh, alors, des fois, bien sûr, euh, des fois, différentes personnes vont amener différentes perspectives et ont peut-être pensé d'un aspect de soin qui va peut-être être légèrement différent ou un choix différent. Et pour les patients communautaires, des fois, c'est juste pour les cas plus complexes, ça aide à guider l'oncologue communautaire avec les prochaines étapes. Ou peut-être donner une rassurance à un patient s'il se demande est-ce que c'est vraiment la meilleure chose à faire. OK, alors les patients devraient savoir pendant leur traitement que si leur cas est allé devant une réunion, est-ce que leur oncologue va leur dire? Oui, alors souvent, on dit aux patients, OK, ce cas-là est très compliqué, je veux discuter votre cas avec mes collègues. Et souvent, les cas sont très heureux de savoir que leur cas va être discuté. Et là, on va discuter ce qu'on a appris après. Alors oui, on va informer les patients que leur cas a été discuté. Puis en fait, c'est une note pour ma propre pratique parce que nous, on discute tous les cas. Alors, mais c'est vrai que peut-être que je verbalise pas, ah, OK, ton cas a été discuté pendant le tumor board. Et ça, c'était le consensus. Alors, c'est une réflexion à moi-même. Je vais m'assurer que je le verbalise aux patients. Alors, c'est un super commentaire. Et des fois, c'est juste bien de savoir qu'on a toute une équipe de tous ces gens-là et dans une circonstance qui est souvent très difficile. Alors, je sais que toi, que vous êtes à Calgary. Dr. Chang, peut-être parler de l'expérience ontarienne. Est-ce que les réunions comme ça, c'est monnaie courante ici? Est-ce que, est-ce qu'il y a des différences par province? Non, je ne pense pas et je suis d'accord avec ce que Dr. Tang dit. Alors, idéalement, n'importe quel nouveau patient de cancer devrait être discutaire de façon multidisciplinaire. Mais le fait est que nous sommes limités dans notre capacité. Alors, c'est pas tous les cas qui sont discutés, mais les cas qui ont besoin de services multidisciplinaires comme Dr. Tang mentionné, cancer colorectal, c'est possible, ou il y a une possibilité de résection chirurgicale. Alors ça doit être discuté de façon multidisciplinaire. Et je suis d'accord que différentes spécialités amènent différentes perspectives, différentes expertises, et les patients vont bénéficier de ça. Oui, merci. Et je vous donne le dernier mot là-dessus, Dr. Karen Nicholas. Est-ce qu'il y a des choses à rajouter avec les traitements qui évoluent et qui ont des équipes multidisciplinaires? C'est très rassurant, j'imagine. Oui, absolument. Ça sauve les patients. Euh, ça sauve. Ça veut dire que les patients n'ont pas besoin de voyager et de voir 18 médecins pour avoir une opinion. On peut avoir l'opinion de différents médecins de différentes spécialités. Et maintenant, même de différents centres, parce que c'est virtuel souvent, qui peuvent contribuer à la discussion et s'assurer que les patients reçoivent les meilleurs soins. Alors, je pense que spécifiquement pour les patients qui ont des problèmes complexes ou qui ont besoin de différents médecins avec différentes expertises, chimio, radiation, chirurgie, radiologie interventionnelle, je pense que ça, c'est les patients qui ont les plus grands bienfaits d'avoir leur cas discuté à une conférence multidisciplinaire. Puis je pense que les patients peuvent aussi demander à leur médecin si leur cas a été discuté. Puis je pense que c'est une bonne idée de leur demander de discuter et de cette façon-là, ils peuvent s'assurer, oui, on aime l'idée que c'est correct pour les patients qui sont nouvellement diagnostiqués de savoir que non seulement que c'est quelque chose qui est possible, mais c'est quelque chose qu'ils peuvent discuter avec leur oncologue. Donc, Tang, je reviens à vous. Je vous demande de peut-être parler à cette gestion non opératoire de cancer.
Alors, qui présente, qui est un candidat, comment est l'évaluation de ce processus-là? Oui, alors ça, c'est souvent le cancer rectal et ça, c'est pour le cancer rectal bas où le chirurgien sent que, encore une fois, je suis oncologue médical, mais si un chirurgien pense que les patients ont besoin d'une colostomie permanente, alors il y a des données émergentes que certains patients, s'ils ont la chirurgie, la chimiothérapie et la radiation peut avoir une réponse clinique complète. Alors, s'ils sont évalués par une scopie où ils prennent une caméra pour voir ou par CT ou par un scan ou par IRM euh, ou une évaluation rectale. Alors, les patients qui ont une réponse clinique complète, on a suivi des trois types d'évaluation au lieu d'avoir la chirurgie, ça c'est le standard de soins, là. C'est l'étalon d'or. Alors, certains patients peuvent éviter la chirurgie. Il y a un essai, l'essai Oprah, et 54% des patients ont été capables d'éviter la chirurgie ou pour le cancer rectal et ils ont une réponse clinique complète. Les données sont encore jeunes, on a besoin de suivi plus à long terme. Alors ça veut dire que ils n'ont pas eu une stomie ou un sac permanent. Alors, je pense que c'est un concept émergent. C'est pas tous les patients qui sont éligibles basés sur l'anatomie. Des fois, ils ont des cancers trop avancés et le cancer ne s'en va pas assez rapide. Alors, notre recommandation dans ce cas-là, c'est d'aller à la chirurgie, puis éviter la stomie, c'est super, mais je pense qu'on doit reconnaître que avec le traitement, la chimio, la radiation, il y a des effets secondaires. Alors, il y a peut-être encore des problèmes avec des accidents, avec les intestins et notre traitement peut causer une dysfonction sexuelle. Ces taux-là sont souvent plus hauts après la chirurgie, mais le cancer, euh, le traitement peut affecter la plomberie, si on peut le dire comme ça, et c'est pas 100% des personnes. Alors, il y a un risque que le cancer peut croître et la plupart du temps, la plupart des gens peuvent avoir le, le cancer inaudible. Malheureusement, il y a des patients qui développent un cancer ou des métastases. Alors, il y a un risque, mais les patients clés, c'est les patients qui sont motivés et qui veulent avoir tous les tests de suivi. Alors, les suivis proches, ça c'est l'IRM, les CT, les scans, aussi les scopies ou d'avoir la caméra pour aller voir dans l'intestin de façon régulière. Et logistiquement, c'est peut-être plus difficile si les gens sont loin d'un centre de cancérologie où on doit prendre du temps. Et naturellement, c'est un effort d'équipe. Alors, tout le monde devrait s'assurer à tous ces tests et tout le monde doit travailler. Oui, très intéressant. Et je pense que vous avez dit que 54% basé sur l'essai, c'est très prometteur, non? Oui. Alors, encore une fois, ils ont choisi des bons patients, alors pas des patients, euh, alors des patients avec pas beaucoup de structure ou c'est pas tout le monde qui est un candidat, mais pour certains patients on a des protocoles pour ça. Et juste pour renforcer, je pense que ce que vous avez dit, alors certainement, il y a des bienfaits à l'approche non chirurgicale, mais il y a certainement une demande sur le patient qui certainement, euh, alors ça c'est une conversation que vous devriez avoir
de façon très intime avec les patients. Oui, et certainement, souvent les patients vont le mentionner après que le chirurgien va le mentionner, ou si le chirurgien reconnaît que vous avez eu une réponse clinique complète, ça, c'est une option. On pourrait. Alors, il y a deux façons de le faire. Soit le patient le mentionne, ou deux, ou comment vous voulez procéder. Merci, Dr. Chang. On va amener une autre conversation et va introduire du langage que certains membres peut-être ne connaissent pas tout à fait, mais c'est du langage comme MSI. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? C'est quoi l'implication pour quelqu'un qui vient d'être diagnostiqué? Peut-être nous aider à nous éduquer là-dessus. Oui, merci Anne-Marie. Alors, MSI, MSIO, ça, c'est les facteurs que nous avons tous des petits fragments d'ADN dans notre génome. Et dans certains patients, chez certains patients, le chiffre peut être augmenté. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que dans les patients où ils n'ont pas l'habilité de réparer le dommage à l'ADN, alors ces patients-là ont un risque de développer des cancers comme cancer colorectal ou les cancers gastriques, de l'endométriose ou ovarien. Alors, dans l'espace colorectal, 10% des patients ont euh, un haut MSI. Euh, et il y a aussi beaucoup de données qui montrent qu'à cause de ça, à cause de cette manque d'habilité de réparer l'ADN, ces patients-là sont très, ils répondent très bien à l'immunothérapie. Alors, pas la chimio traditionnelle, mais ils répondent très bien à l'immunothérapie. Alors, il y a eu beaucoup de recherches en ce moment sur les patients qui ont des maladies métastatiques, mais aussi les patients qui ont des maladies locales. Et il semble que les MSIO euh, répondent à l'immunothérapie très bien. Alors, c'est pourquoi il y a tellement d'excitation dans l'oncologie, surtout dans l'oncologie colorectale. Est-ce que je vous ai entendu? Il faut un test d'ADN pour savoir si on a MSIO. Alors, il y a plusieurs façons de faire le test. Alors, oui, un test d'ADN, comme quand on teste les patients pour le RAS ou le RAF, ça, c'est le test de l'ADN, mais ça peut aussi être testé d'une autre façon, qui est immunohistochimie. Alors, ça, c'est fait de routine après la première biopsie. Euh, et ça, c'est vraiment le standard de soins au Canada en ce moment. OK, et Dr. Karen Nicholas, je vous amène parce que vous êtes un expert chirurgical en patient MSI. Alors, peut-être parler des considérations chirurgicales pour un patient MSI haut. Oui, merci Anne-Marie. Alors, comme Dr. Chen a dit, c'est pas commun de voir les patients qui ont des cancers qui sont MSI haut. C'est aussi pas commun de voir qu'ils ont des métastases seulement dans le foie. Alors, souvent, quand on parle de chirurgie dans les métastases, c'est pour les gens qui ont des métastases dans le foie seulement. Alors, les choses ont changé un peu récemment dans le contexte où MSI, on a une meilleure compréhension de MSI et les traitements pour ces gens-là. Ce que je veux dire par ça, c'est que l'immunothérapie est une option de traitement pour les patients chez qui les cancers sont MSI hauts. Et avec l'immunothérapie, c'est commun de voir des, très, des réponses très profondes, très bonnes réponses au traitement. Et ça peut être très prolongé, tellement que quelqu'un considérait la chirurgie même dans le contexte d'un cancer à l'extérieur du foie. Alors, ça, c'est quelque chose qui change très rapidement, pour être très honnête. Alors, je pense qu'il y a beaucoup de preuves récentes qui ressortent
qui suggère d'abord qu'on n'aurait peut-être même pas besoin de chirurgie. Pour les gens qui ont des métastases hépatiques et qui sont MSI-O, c'est même possible qu'avec l'immunothérapie, on pourrait éliminer le besoin de la chirurgie s'ils ont une très bonne réponse. Alors ça, c'est un scénario qui serait très bon pour les patients. C'est un autre scénario. euh, alors, s'ils ont du cancer à l'extérieur du foie, si on est MSIO et ils reçoivent l'immunothérapie, ils ont une très bonne réponse à ça. Le seul cancer qui reste. Alors ça, c'est peut-être une situation où on recommanderait un traitement au foie, chirurgie ou ablation ou radiation pour essayer de traiter ce qui reste. OK, parce on est sur le sujet, je vais rester avec vous, Dr. Karen Nicholas. Alors, il y a une terminologie et je comprends que c'est une spécialité à Sunnybrook. Alors, c'est une chimio et HAIP. Est-ce que ça, c'est le langage? Peut-être nous parler de ça? Oui. Alors, on adore nos acronymes en médecine. Oui, et peut-être partager c'est quoi la formule longue de ça. Alors, alors, le foie, c'est une partie unique du corps de différentes façons. Et ça a été reconnu pendant des centaines d'années. C'est unique de différentes façons. Une façon importante pour ce traitement-là, c'est qu'elle a deux, deux sortes de sang. C'est alimenté par deux sangs. Un est une artère qui donne du sang. S'il y a du cancer dans le foie, c'est surtout l'artère, mais c'est aussi alimenté par une veine qui alimente la plupart du foie normal. Alors ça, c'est quelque chose d'unique à propos du foie. L'autre chose, c'est que le foie, c'est un filtre. C'est un filtre quand vous mangez des choses, passent à travers le foie pour que les toxines sont filtrées avant d'arriver dans le reste du corps. Alors, si vous mettez ces deux choses-là ensemble, en fait, ils permettent un traitement unique pour les cancers du foie. Et ce que ça veut dire qu'on peut faire, c'est que certains types de chimiothérapie peuvent être injectés dans l'artère hépatique qui alimente le cancer, surtout, pas le foie normal. Et si c'est un chimio spécifique, ça va être filtré par le foie avant d'arriver au reste du corps. Alors, il y a une chimio spécifique qu'on appelle FUDR, un autre acronyme malheureusement, qui, quand il est mis dans l'artère hépatique, presque tout reste juste dans le foie, très peu se ramasse dans le reste du corps. Et ça nous permet un une plus haute dose qu'on peut donner quand c'est livré comme ça versus quand c'est donné de la façon traditionnelle qui se fait à travers un pic intraveineuse. Parce que là, ça se passe à travers tout le corps et seulement un petit pourcentage arrive au cancer. Alors, pour un cancer, qu'un cancer colorectal dans le foie et nulle part ailleurs ou très peu ailleurs, ça fait beaucoup de sens de donner de la chimio à travers une veine, que ça voyage à travers le corps avec des effets secondaires partout dans le corps. C'est seulement un petit pourcentage qui se ramasse dans le cancer. Alors, ça, c'est pas philosophiquement très bien. Alors, ce que le traitement permet, c'est un traitement où on fait une chirurgie, on met une pompe très spéciale en dessous de la peau, dans l'abdomen, avec un cathéter qui rentre directement dans l'artère hépatique et on le remplit à tous les 2 semaines et on utilise le médicament FUDR et essentiellement tout reste dans le foie et ça veut dire qu'on peut avoir une dose beaucoup plus haute au cancer dans le foie et beaucoup plus gros qu'on pourrait donner si on traiterait intraveineux. Et on offre ce traitement à certains patients qu'on pense pourraient bénéficier. Ça, c'est des patients qui ont un cancer colorectal qui est dans le foie et vraiment nulle part ailleurs que dans le foie, avec des exceptions de peut-être des petites choses dans le poumon qui peuvent être contrôlées éventuellement et où on ne va pas retirer
des patients qui sont non résécables. Et ça, c'est là qu'on considérait ce traitement-là pour ces patients-là. Et on voit des réponses très dramatiques, des très bonnes réponses, meilleures qu'on pourrait voir avec la chimio intraveineuse. Et dans certains cas, ça peut même nous permettre à rendre le cancer plus petit, qu'on peut même faire une chirurgie pour retirer ce qui reste. Merci. Et à quel point est-ce que c'est accessible, cette approche-là? En ce moment, au Canada, on est le seul centre qui offre ça au Canada. Et ça, c'est parce que il y a des défis logistiques à faire ça. Jusqu'à récemment, ça a seulement été offert dans seulement 4 ou 5 sites dans le monde. Mais dans les dernières années, ça a un peu explosé à travers les États-Unis. Alors, en ce moment, il y a 60 centres aux États-Unis et plusieurs autres à travers le monde qui l'offrent. Malheureusement, on est encore le seul au Canada qui l'offre. Alors, c'est un peu limité et en partie parce que ça demande un voyage à toutes les 2 semaines. Alors, c'est seulement disponible aux patients qui vivent en Ontario. On a des traitements, pardon, on a des patients qui viennent de partout en Ontario, mais s'ils vivent à l'extérieur de l'Ontario, il y a des possibilités d'être traités aux États-Unis. Il y a naturellement des problèmes logistiques avec ça, mais je suggérerais que si vos patients, si les patients pensent qu'ils pourraient bénéficier, parlez à votre oncologue et discutez-en. Merci. Et dans les sessions, il y a beaucoup de langage très compliqué qui souvent est discuté. Alors, Dr. Tang, est-ce que vous pourriez expliquer la différence entre l'immunothérapie et la chimiothérapie? Alors, pour monsieur, madame, tout le monde qui est vraiment au début du voyage, du processus, est-ce qu'il y a une différence entre les deux? Oui, alors maintenant, pour ce qui est d'avoir une cure en cancer colorectal, on se concentre sur la chimiothérapie, puis on appelle ça la chimiothérapie cytotoxique. Alors, heureusement, la plupart de nos intentions curatives causent très peu de perte de cheveux, mais elles vont les cellules de sang blanche. Alors, toutes nos cellules sanguines peuvent baisser. Ça, c'est la chimiothérapie et la nausée, toutes les choses, les effets secondaires qu'on entend souvent et qu'on associe avec la chimiothérapie. Alors, il y a des essais cliniques qui évaluent des nouveaux agents, mais pour les standards de soins, c'est toute la chimiothérapie cytotoxique. Alors, pour adjuvant, alors pour le cancer colorectal métastatique, c'est là qu'on sort notre autre boîte à outils et basé sur les tests euh, disponibles à travers le Canada. On peut identifier certains outils dans, dans notre boîte à outils qui pourraient être utiles. Alors, par exemple, on a entendu de Dr. Chen, alors MSCO et Mismatch Repair Deficiency. Alors, chez un patient qui a Mismatch Repair Deficiency ou instabilité microsatellite ou MSI, on teste sur la tumeur et on peut leur donner une immunothérapie. Alors, l'immunothérapie, ce que ça fait, c'est que ça prend notre système immunitaire et les cancers qui sont instables au niveau de microsatellites à cause des problèmes sur la réparation de l'ADN. Alors, alors, leurs cellules sont bizarres. On va utiliser des mots que tout le monde comprend. Alors, les cellules sont bizarres. Alors maintenant qu'on a enlevé cette partie-là, le système immunitaire va les attaquer. Alors, on permet à notre système immunitaire d'attaquer le cancer. C'est pour ça que les réponses sont profondes. Ça veut dire que le cancer continue de les attaquer. Ah, ils sont bizarres, ils sont bizarres. Alors, le système immunitaire des patients va attaquer le cancer. Et, et c'est souvent prolongé parce que comme un vaccin, le système immunitaire va continuer, va se dire, ah, c'est bizarre, je vais continuer à les attaquer, continuer à les chercher. Et le système immunitaire commence à le faire comme une infection. Et parce que c'est le système immunitaire qui fait
qui attaque le cancer, c'est souvent très bien toléré et les effets secondaires, et si le, le, le système immunitaire fait trop de travail, et souvent ça peut être un problème, mais si on peut régler ça. Et on peut aussi utiliser des thérapies ciblées qui, eux, qui ont des effets secondaires différents. Alors, des fois, on utilise des thérapies ciblées avec l'immunothérapie. Alors, il y a beaucoup d'options dans notre boîte à outils pour les patients. Et ça, c'est basé sur les tests standards qu'on fait sur tous les patients à travers le Canada quand ils présentent avec un cancer métastatique. Alors, merci pour une belle explication, on apprécie. Alors, Dr. Chen, je veux revenir à vous. Et alors, je vais vous demander de célébrer un peu du travail que vous faites, qui s'appelle l'étude Azure, qui est très prometteuse. Alors, parlez-nous de là, c'est quoi l'étape? Est-ce que c'est ouvert pour la participation patiente? Aidez-nous. Alors, on a parlé de cancer rectal et les patients MSI-O. Comme on a dit, à peu près 10% des patients qui ont un cancer rectal ou colorectal précoce avec un MSI-O. Alors, il y a eu beaucoup de recherches récentes qui montrent que ces patients-là pourraient répondre à l'immunothérapie et de façon très profonde. Et c'est chez les patients qui, peut-être, il y a longtemps, avaient besoin chimio, radio et chirurgie. Maintenant, si on leur donne l'immunothérapie, ben, le cancer pourrait disparaître, et certains de ces patients-là pourraient être sauvés d'autres de chimio, chirurgie ou autre. Alors, c'est pour ça qu'il y a beaucoup d'efforts en ce moment dans ce domaine-là pour prouver que ces résultats préliminaires-là peuvent être appliqués à une population plus grande. Et c'est pour ça qu'il y a plusieurs essais cliniques. Alors, il y en a un en cancer colorectal localement avancé, alors soit T3, T4. Alors, le cancer qui touche le, le rectum, alors pourrait être traité avec immunothérapie. Alors, Dr. Tam, il y a quelques mois, nous a envoyé ou nous a référé un patient de Calgary, jeune patient, beaucoup de douleurs, cancer rectal. Il pouvait même pas euh, voler sans de la douleur de Calgary à Toronto. Alors, il a participé dans l'étude après un traitement. Alors, la douleur s'est améliorée de façon dramatique, et ses besoins de médicaments réduits, et c'est aller à la selle s'est amélioré. Alors, on a eu des très bons résultats, des résultats très prometteurs avec l'immunothérapie. Et il y a un autre essai, et désolé, alors ça c'est l'essai Azure. Oui, ça c'est Azure 1. Il y a aussi Azure 2. Euh, alors, c'est le même patient MSI-O, mais dans le cancer du côlon, pas rectal. Alors, ces patients-là vont être traités avec l'immunothérapie, ou ils pourraient avoir une chirurgie et chimio après. L'objectif, c'est de comparer les deux approches et voir si, est-ce que si l'immunothérapie fonctionne mieux que la chirurgie et la chimio, ce qui est traditionnellement ce qu'on donne aux patients. OK, merci. Et ça, c'est un dialogue à travers le Canada. Alors, s'il y a des gens qui nous écoutent aujourd'hui, qui veulent parler à leur oncologue, qui veulent accès au titre, est-ce qu'on peut dire ça? Oui, absolument. Et même, vous pouvez parler aux sponsors. Euh, S'il y a des patients, il y a même des compagnies qui vont payer qui vont payer les coûts de voyagement s'ils veulent explorer l'option de l'essai clinique.
Alors, Dr. Tang, je vous laisse le dernier mot là-dessus parce que vous avez eu du succès à référer un patient à cet essai-là. Oui, je pense que c'est une superbe façon pour les patients d'accéder à un traitement très prometteur. Et à travers on fait ce Canada-là, le MSI, on connaît la réponse très vite au temps de la consultation. Alors, très facile de référer les cancers colorectals. Je pense que les patients avec un cancer du côlon, on aiderait, on voudrait juste avoir un peu plus d'engagement des collègues en chirurgie parce que souvent, c'est les premières personnes à voir les patients de cancer du côlon. Mais ça, c'est un endroit où, surtout avec les compagnies pharmaceutiques, sont très généreuses et on aurait on pourrait accéder à ça de façon très précoce. Oui, merci. Alors, je vais changer de sujet encore une fois. Le langage qui est souvent utilisé dans le soin. Alors, biomarqueurs, génétique, ADN, beaucoup de langage ici. Peut-être on pourrait séparer ça ou peut-être nous aider à séparer ça. C'est quoi les tests de biomarqueurs? Est-ce que tout le monde qui a un cancer a besoin de ça? Dr. Chen, peut-être commencer, puis on peut, je pense qu'on a perdu Dr. Pernick. Est-ce qu'il est encore là? Peut-être nous le dire. Dr. Chen, alors, c'est quoi les tests de biomarqueurs et qui devrait le recevoir? Oui, alors traditionnellement, on pense que les cellules cancéreuses sont tous pareilles. Alors, sont tous les mêmes. Mais si vous y pensez, quand certaines cellules ont à peu près 1 million de cellules cancéreuses, alors avec ce nombre de cellules cancéreuses, aujourd'hui, on se rend compte qu'il y a des différences entre ces différentes cellules cancéreuses et qu'il y a aussi une différence entre les patients. Alors, avant, on donnait la chimiothérapie cytotoxique, comme le docteur Check mentionné, mais maintenant, on se rend compte des différences. Alors, on doit trouver c'est quoi ces différences-là. De cette façon-là, on peut changer et adapter les traitements à tous les types de cancers. Donc, même si c'est tous un cancer colorectal, peut-être qu'ils ont des petites différences et il y a des différences dans l'ADN. Et c'est pour ça qu'on fait le test de biomarqueur pour essayer de trouver c'est quoi la différence. Alors, le test MSI, c'est un test de biomarqueur, mais il y a d'autres biomarqueurs comme la mutation RAS ou le RAF. Alors maintenant, il y a des médicaments qui ciblent les différents biomarqueurs pour que les patients peuvent être traités différemment dépendamment des biomarqueurs. Alors, on espère que quand vous avez des meilleurs, on espère avoir des meilleurs résultats. Et deux, on peut réduire les effets secondaires. Très intéressé. Alors, est-ce que chaque patient doit recevoir un patient de biomarqueur? Est-ce que c'est disponible à tous? Alors, comme le Dr Tam a mentionné, tous les patients avec un cancer colorectal, certainement au temps du diagnostic, le test MSI est standard. Mais pour les patients qui ont un cancer colorectal qui est métastatique, donc c'est euh, qui est passé à d'autres parties du corps, alors là, il y a différentes thérapies. Euh, ces gens-là ont besoin du test biomarqueur comme RAS ou RAF ou HER2. Alors, ça, c'est de l'information importante pour les patients et les oncologues pour qu'on puisse adapter les traitements individualisés. Docteur Tang, est-ce que vous vouliez rajouter quelque chose à la conversation? Je voulais juste dire que pas tout. Alors, par exemple, en Alberta,
on n'est pas capable d'avoir des tests HER2 pour le cancer colorectal métastatique. Et ça, c'est parce que les thérapies HER2 ne font pas partie, ne sont pas payées, c'est pas standard de soins. Alors, c'est quelque chose qu'on aurait dans un essai clinique ou si un patient avait ou une assurance pour couvrir les coûts connexes. Alors, en Alberta, n'importe quoi qui est pas Blue Cross ou la Croix-Bleue vont peut-être couvrir quelque chose comme HR2, mais le reste du test est à travers le Canada. Et l'autre question va être le test génétique ou génomique. Puis je vais laisser, euh, oui, encore une fois, beaucoup de terminologie. On essaie juste d'aider tout le monde. OK, la plupart du temps, on fait des tests génomiques sur le tissu cancéreux. Ça, c'est standard de soins aussi. Et dans certaines provinces, c'est offert comme un panel, euh, comme standard alors en Colombie-Britannique et en Ontario, Manitoba et Halifax. Ils ont des espèces de panels qui sont standards de soins pour le cancer colorectal métastatique. Alors, par exemple, dans le foie ou dans le poumon. Et la raison que ce n'est pas couvert partout, c'est que les tests génomiques, alors, c'est comme trouver des identifiants ou des flags ou des chemins que le cancer utilise pour croître. Des drapeaux un peu, mais on n'a pas un médicament pour chaque drapeau. C'est pour ça que c'est pas disponible partout. Et si on a un médicament associé par exemple, s'il y a un drapeau bleu sur ce cancer-là, et même si on a un médicament qui traite le drapeau bleu, par exemple, juste parce que vous avez le drapeau bleu, ça ne veut pas dire que vous allez répondre aux médicaments bleus. Alors, on n'a pas un match parfait. On essaie de personnaliser, euh, mais la science, c'est pas attrapé. Si vous faites le test génomique, si vous cherchez des drapeaux, et certains drapeaux ont des médicaments, mais des fois, avoir le drapeau ne veut pas dire que vous allez répondre aux médicaments. Et beaucoup du temps, parce que on n'a pas prouvé que les patients vont se sentir mieux ou vivre plus longtemps en traitant avec, par exemple, un médicament de drapeau bleu, si vous avez le drapeau bleu, ces médicaments-là ne sont pas payés. Encore une fois, ça c'est des choses que vous avez besoin de l'assurance supplémentaire pour payer, ou si vous êtes capable de l'accéder à travers un essai clinique. Ça serait une autre raison de faire ce test-là. Alors, il y a des disparités dans le soin, mais ça, c'est parce que ce niveau de soins n'a pas été prouvé à faire en sorte que les gens vivent plus longtemps ou mieux. Alors, ça, c'est des façons qu'on peut personnaliser, mais en tant que science émergente, on essaie d'apprendre et malheureusement, c'est pas disponible partout, mais il y a une option de payer vous-même pour les tests génomiques, mais malheureusement, c'est un oui, vous avez une belle façon d'exprimer les façons et c'est vraiment l'habilité d'aider les gens à comprendre c'est quoi qui est standard de soins, qu'est-ce qui n'est pas standard de soins, l'implication. Et ça, c'est quelque chose que CCC fait très bien pour aider les gens à manœuvrer ces conversations-là. Naturellement, l'équipe médicale est de plus en plus compétente et capable de le faire, mais fondamentalement, les groupes de patients sont très bons à aider avec les conversations. Alors aujourd'hui, on peut dire que le biomarqueur, c'est standard de soins, oui, mais le génome ne l'est pas nécessairement, c'est ça?
Oui. OK. Est-ce que ça, c'est un commentaire vrai? Oui. OK. On a seulement 5 minutes qui nous restent et il semblerait que... Oh, le docteur est revenu. Alors, vous avez eu un petit problème d'ordinateur. On espère que tout va bien. Oui, tout va bien. Je ne sais pas si mon ordinateur va bien, mais moi, ça va bien. OK. Alors, il nous reste à peu près 5 minutes. Votre timing est parfait parce que je veux rentrer dans une conversation sur avoir la meilleure relation possible sur une équipe de soins et euh, l'équipe de patients, l'équipe de soignants et particulièrement aujourd'hui dans notre monde, une relation peut être bâtie seulement entre l'oncologue, le patient et les soignants. Et juste vos expériences personnelles dans des situations où vous avez vraiment eu de la valeur euh, dans la relation avec le patient, les soignants, les questions que vous voulez poser, que le patient veut vous poser, et vraiment établir une belle relation. Alors, Dr. Chen, peut-être commencer avec vous, euh, juste donner à Dr. Garniclis à se regrouper et on va vous demander, OK, alors, je pense que, alors, gérer les effets secondaires euh, et alors, c'est tout très difficile à naviguer. Alors, je pense que pas juste pour les médecins, mais aussi pour les... Alors, je pense que d'avoir un dialogue ouvert et des discussions, je pense que c'est important. Alors, pour moi, j'essaie toujours de demander aux patients d'amener un membre de la famille, un ami, à leur rendez-vous pour que quand vous êtes, euh, quand peut-être vous n'allez pas vous rappeler, mais votre membre de la famille va s'en rappeler. Et je pense que ça, cette discussion ouverte est, est une des façons comment on gère le diagnostic et le traitement. Oui, 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 des oreilles supplémentaires, ça fait parfaitement du sens. Alors, docteur Karen Nicholas, qu'est-ce que vous diriez? Oui, je suis complètement d'accord avec Dr. Chen. Je pense que la relation entre le patient, l'équipe de soins, leurs soignants, leur famille, c'est critique. Et c'est comme n'importe quelle autre relation. Des fois, ça marche, des fois, ça marche pas. Des fois, deux personnes, des atomes crochus, des fois, non. Et des fois, il faut rentrer avec un esprit ouvert, d'avoir des questions. Je pense que c'est important de poser les questions. Soyez ouverts, soyez honnêtes. Rappelez-vous que vous rentrez dans une relation et des fois une relation pour le reste de votre vie. Approchez-la comme toutes les autres relations. Et je pense que c'est aussi correct si ça ne marche pas de demander pour quelqu'un de différent parce que je pense que ça, c'est un groupe de personnes qui vont être importants à votre vie. Et je pense que c'est important de vous responsabiliser que si la relation ne fonctionne pas et vous n'êtes pas confortable, c'est correct de demander pour quelqu'un d'autre parce que c'est important d'avoir une relation forte avec les donneurs de soins. C'est important. Euh, alors, je vous encouragerais de, de vous responsabiliser, d'être confortable avec votre équipe. Oui, très important, parce que je pense que les gens pensent pas souvent qu'ils ont le choix, mais si les choses ne vont pas bien, puis il n'y a pas une relation, et comme vous avez dit, c'est une relation à long terme, c'est correct de demander pour des alternatives. Dr. Teng, le mot de la fin ici, oui, je suis complètement d'accord. Euh, relation, la confiance, on a juste besoin de nos patients viennent aux relations. On a le bien de nos patients à cœur et on veut qu'ils aient les meilleurs résultats avec eux.
Oui, merci. Oui, et on peut dire de tout cœur qu'il y a des gens extraordinaires à travers le système comme vous qui travaillent très fort à tous les jours pour être le meilleur au nom de leurs patients. On veut vous remercier pour votre temps, votre ouverture, votre authenticité aujourd'hui, Dr. Tang, Dr. Chen et Dr. Karen Nicholas. Et là, vous allez être là pour les questions et on passe aux questions maintenant. Oui, et ça, c'était une session incroyable avec plein d'informations. Il nous reste à peu près 13 minutes pour répondre des douzaines de questions qui nous viennent euh, de l'audience et on est très heureux que tout le monde ait pris une contribution, ait fait un effort pour donner leurs questions. Et si on n'arrive pas à vos questions aujourd'hui, on vous promet que l'équipe à cancer colorectal va vous revenir avec une réponse à vos questions. Mais je suis ici avec Dr. Tan, Dr. Chen, qui sont très heureux de répondre au plus de questions possibles. Alors, maintenant, on va commencer. Alors, la première question qu'on a, c'est qu'est-ce qu'est-ce que ça veut dire immunothérapie et qui qualifie pour l'immunothérapie? Alors, Dr. Chen, je vous envoie cette première question-là. Oui, merci. Alors, en ce moment, l'immunothérapie, c'est encore comme recevoir un médicament. Alors, c'est un médicament qui est souvent donné de façon intraveineuse à toutes les 2 ou 3 semaines. Alors, le seul patient qui ont que le bénéficier l'immunothérapie, c'est ceux qui sont MSI-O et c'est seulement 5 à 10 des patients qui ont un cancer colorectal. Mais il y a beaucoup de recherches qui regardent les autres 90 des patients, alors les gens qui sont MSI stables, pour voir si on peut faire en sorte que ça marche pour eux aussi. OK, et peut-être on continue avec la question. Euh, Est-ce que c'est possible pour un patient qui n'est pas MSIO, mais à travers leur processus vont se devenir MSIO? Ça serait très, ce serait pas très commun pour qu'un cancer change, euh, qui changerait la présentation. Donc, de façon, on commence curatif, ça changerait pas avec le temps et ça changerait pas nécessairement si malheureusement quelqu'un développait métastatique, parce que c'est quelque chose qui est quand même assez stable. OK, merci. Et dans la gestion non chirurgicale, à quelle vitesse est-ce que les scans sont capables de trouver une récurrence si ça arrive? Alors, allez-y, allez-y. Alors, la technologie, la meilleure technologie que nous avons aujourd'hui, c'est des scans. C'est mais si vous y pensez, une tumeur de 1 centimètre qu'on va voir va 1 milliard de cellules cancéreuses. Ça veut dire que si on a des milliers ou des millions de si on a des milliers de cellules cancéreuses, on ne va pas les voir sur le scan. C'est pour ça que des nouvelles approches sont étudiées comme l'ADN. Mais pour répondre à la question, le scan n'est pas un test parfait et ne ramasse pas la récurrence aussi vite qu'on aimerait, mais c'est la meilleure technologie qu'on a en ce moment. OK, merci. Et c'est une parfaite réponse pour la prochaine question qui est avec la disponibilité de l'ADNCT. Est-ce que ça veut dire que l'approche sans chirurgie, est-ce que c'est plus faisable? Alors, ça, c'est quelque chose qu'on est en train de vérifier, mais pas prêt en ce moment. Alors, cet espace est en évolution, mais je pense que on veut quand même continuer à avoir des endoscopies, de l'imagerie régulière et peut-être à l'avenir, on peut raffiner.
pour que ça soit un meilleur test. OK, merci. En fait, il y a deux questions qui sont très reliées ici. Et peut-être que vous avez une approche différente là-dessus, mais comment adresser à un patient qui veut une deuxième opinion? Puis la question, c'est, en Ontario, c'est quoi le processus pour demander un oncologue différent? Et alors, cette idée que vous allez vouloir une opinion, une deuxième opinion, et si vous voulez changer d'oncologue, est-ce qu'il y a des différences provinciales? C'est quoi l'approche? Est-ce qu'il y a en fait des différences? Alors, docteur Chen, est-ce que vous voulez commencer? Oui, oui. Alors, je pense que si on pense de changer à l'oncologue, alors c'est commun et surtout pour les patients qui ont des diagnostics très sévères et l'implication pour le prognostic. Alors, je pense que je veux rassurer tout le monde que au Canada, nos traitements, peu importe où vous êtes, sont pas mal uniformes. Et je pense que versus d'autres pays, les oncologues au Canada suivent des lignes directrices pour que je pense que je veux juste rassurer tout le monde que le traitement que vous recevez, c'est le standard et c'est le meilleur traitement. Avec l'exception que si vous avez une mutation rare, là, vous êtes éligible à comme un essai clinique, mais si vous voulez changer d'oncologue, souvent la meilleure chose à faire, c'est de parler à votre généraliste ou même avec votre oncologue et parler des essais cliniques et parler d'un deuxième opinion. Alors, chez nous, on a un oncologue senior qui spécialise dans les deuxièmes opinions. Alors, il y a une clinique spéciale spécialement pour donner une deuxième opinion aux patients à travers le Canada. Très intéressant. Et surtout avec la pression sur le système de santé, les gens se sentent probablement confortables en disant ah, oh mon Dieu, ça prend tellement de temps à avoir un oncologue. Ça serait quoi les circonstances où quelqu'un devrait se sentir confortable à demander pour une deuxième opinion? Alors, je suis totalement d'accord avec Dr. Chen. À travers le Canada, on suit les mêmes protocoles, on a la même disponibilité. Alors, ce que vous recevez à Terre-Neuve, c'est la même chose en Colombie-Britannique. Alors, je pense que une deuxième opinion, c'est que si la relation thérapeutique est brisée. Alors, je pense que personnellement, c'est plus une interaction entre le médecin. Alors, s'il y a quelque chose dans la relation qui a été malheureusement endommagé. Donc, je pense que ça fait qu'un deuxième opinion, c'est la seule façon d'avoir une bonne relation avec le médecin. Alors, je pense que si vous voulez juste une rassurance au sujet du plan, vous pouvez juste demander que votre cas soit discuté dans les rondes multidisciplinaires ou le tumor board. Et, et dans la question d'essai clinique, vous pouvez demander à votre oncologue, est-ce qu'il y a des essais cliniques de disponibles ici, dans le centre où vous êtes vu, ou est-ce qu'il y a quelque chose de disponible ailleurs? Juste comprendre que les essais cliniques, c'est comme les taxes. Il y a beaucoup de critères. Et une fois que vous commencez, peut-être que vous devenez inéligible pour un essai dans cet espace-là. Alors, on veut pas que ça soit compliqué, mais c'est très beaucoup comme les taxes. Alors, c'est mieux des fois, la meilleure opportunité, c'est si vous n'avez pas de traitement ou si vous êtes sur le point de changer de traitement. Alors, définitivement, posez la question à votre oncologue parce que des fois, j'espère que ça répond à votre question. Oui, merci, puis c'est un magnifique pont à la prochaine question.
Alors, pour ce qui est de la deuxième opinion, sachez que les gens peuvent se sentir confortables à avoir la conversation avec le généraliste. Il y a des options qui existent, même si c'est une question d'avoir une revue multidisciplinaire. Et merci, Dr. Tang, pour la question sur les essais cliniques, parce que je pense que les gens comprennent le concept des essais cliniques, mais à quel point est-ce une personne considère rentrer dans un essai clinique? Et une fois que vous rentrez dans un essai clinique, c'est quoi les attentes autour de ça pour ce qui est de la gestion, le suivi? Et Dr. Chen, je vais vous laisser bâtir là-dessus. Oui, encore une fois, je suis d'accord avec Dr. Chen que les essais cliniques, c'est une option. Je pense que les gens peuvent investir à n'importe quel moment, mais l'essai clinique a beaucoup de critères. Alors, quand, à quel stade de votre traitement, parce que peut-être vous allez pas être éligible ou peut-être vous allez pas être considéré jusqu'à temps qu'on change de traitement. Mais encore une fois, je pense qu'au Canada, l'oncologie est une petite communauté. On travaille ensemble et nous sommes tous, on sait tous ce qui se passe au Canada. Alors, votre propre oncologue, c'est probablement la meilleure source si vous êtes intéressé. Alors, Dr. Tan et moi, on travaille très proches ensemble et en ce moment, j'ai deux patients euh, de Calgary qui sont dans des essais cliniques chez moi. Alors, elle sait ce qui se passe, puis elle regarde ce qui se passe et quand elle voit les patients, euh, elle va référer les patients. Alors, parlez avec votre propre oncologue. Oui, et tous les chemins mènent vers votre équipe d'oncologues. Et c'est intéressant quand on parle de développement et d'évolution. Le monde change très, très, très rapidement. Alors, tous les deux, vous êtes très expérimentés. Alors, comment est-ce que vous allez caractériser les améliorations que vous avez vues pour ce qui est des résultats, euh, pour ce qui est des patients au cancer colorectal métastatique? Et pourquoi est-ce que vous pensez? Alors, au début, il y avait 5 FU et il y avait comment, et là, on a oxaliplatine, irinotecan, bevacizumab, paratuzumab, et maintenant, on a tous les traitements pour BRAF, cancer colorectal, euh, et MSI, et HER2. Et ça, c'est à cause des essais cliniques. Ça, c'est parce que les patients ont participé dans les essais cliniques. Puis là, maintenant, dépendamment tu sais, la survie médiane, c'est plus de 300. Alors, malheureusement, ça, certains vont bien, certains vont pas bien, dépendamment des sous-types, mais ça, c'est parce que les patients ont participé aux essais cliniques. Et on peut pas remercier les patients assez pour cette participation-là. Oui, et on arrive à la fin du question-réponse. Alors, on veut encourager les gens. Alors, s'ils ont plus de questions, d'écrire à l'équipe de cancer colorectal. Très heureux de répondre à toutes les questions que vous avez, vous donne les connexions appropriées et en même temps, Dr. Tang, Dr. Chen, merci beaucoup. Au nom de tout le monde, merci de vous être joint à nous aujourd'hui. Merci Anne-Marie.